Chapitre 5. Quand la CIA recolonisait le Congo. L'exploitation du Congo fut le plus grand crime contre l'humanité jamais commis dans l'histoire de l'humanité. L'expression est de Sir Arthur Conan Doyle, auteur d'un pamphlet méconnu sur les massacres et atrocités perpétrés entre 1885 et 1908 dans l'État indépendant du Congo, propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II, et riche en ressources naturelles. La rapacité du roi et des compagnies concessionnaires entraînèrent l'asservissement des paysans congolais, mobilisés jusqu'à l'épuisement pour produire notamment du caoutchouc. Plusieurs millions d'entre eux y laissèrent la vie. A priori, l'indépendance du pays, programmée pour 1960, était donc une très bonne nouvelle. Mais lorsqu'elle intervient le 30 juin 1960, diverses factions commencent à lutter pour le pouvoir, parmi elles le mouvement national congolais du leader charismatique Patrice Lumumba. Avec de très nombreuses ethnies, le pays est politiquement éclaté. Il est riche de nombreux minerais de métaux, de diamants et d'or. Entouré par 9 pays, le Congo est prêt à devenir un champ de bataille de la guerre froide entre États-Unis et Union soviétique. Les Américains exploitent déjà à l'époque des gisements de cobalt, 75% de leur approvisionnement, de zinc, manganèse, fer et bauxite, tous très utiles à leur industrie aéronautique. De leur côté, les Belges restent très présents après l'indépendance à travers de nombreuses entreprises. Ils ont veillé à ne pas préparer la décolonisation, à ne pas former d'élites locales susceptibles de prendre le relais, afin de s'assurer qu'ils conserveront en réalité les rênes du pays. Dès le 2 juillet éclatent des rixes entre tribus. Dans les jours qui suivent, une partie de l'armée se rebelle contre ses officiers belges. Inquiet, Bruxelles demande au Premier ministre Lumumba de l'autoriser à intervenir militairement pour protéger ses ressortissants et ses intérêts économiques. En réponse, Lumumba limoge le commandant en chef de l'armée, Emil Janssens. Le 8 juillet, c'est la panique dans la capitale, Léopoldville. Les ambassades françaises et britanniques commencent à évacuer leur personnel. La Belgique passe outre l'opposition de Lumumba et envoie ses troupes le 10. Le 11 juillet, la riche province du Katanga déclare son indépendance sous la férule de Moïse Tshombe, à l'initiative des Belges. Les Nations unies demandent à la Belgique de se retirer. Lumumba se rend à Washington pour demander assistance aux États-Unis, mais y est assez mal perçu, notamment lorsqu'il laisse entendre qu'il pourrait faire appel aux Russes si on ne lui donne pas satisfaction. Pour Allen Dulles, le patron de la CIA, Lumumba a été acheté par les communistes. Eisenhower réclame une action vigoureuse contre lui. Le 26 août, Dulles donne l'ordre à son équipe de Léopoldville de débarrasser le Congo de son Premier ministre. Un plan d'empoisonnement est mis sur pied. Le docteur Sidney Gottlieb, le maître chimiste de l'agence, que l'on retrouvera au cœur du projet MK-Ultra au chapitre suivant, est envoyé au Congo pour livrer un virus caractéristique d'Afrique centrale destiné à Lumumba. Le poison ne sera pas utilisé en raison des réticences de l'équipe sur place. Le chef de poste, Lawrence Devlin, atterré par l'ordre d'assassinat alors que d'autres moyens moins radicaux sont disponibles, tergiverse, puis ira tout bonnement enterrer la fiole de poison au bord du fleuve Congo. Un autre officier reçoit l'ordre en octobre de partir tuer Lumumba. Justin O'Donnell, appelé Michael Mulroney dans le rapport Church, refuse à son tour et fait remarquer qu'un tel crime organisé depuis Washington constituerait un crime fédéral. Allen Dulles a déjà trouvé un remplaçant pour Lumumba, un des dirigeants de l'armée, Joseph Mobutu, le seul homme au Congo capable de faire preuve de fermeté. L'homme est un ancien journaliste parlant bien le français, détail précieux pour la CIA où personne ne parle le dialecte local.
est devenu colonel sous Lumumba. Dès octobre, la CIA lui transfère 250 000 $ et des chargements d'armes. En novembre, Lumumba perd le pouvoir suite à une lutte politique avec le président congolais Kasavubu et Mobutu. Il se place sous la protection des troupes des Nations Unies, mais est capturé par les troupes de Mobutu le 2 décembre, emprisonné et exécuté le 17 janvier. Sa dépouille est dissoute dans un bain d'acide. Techniquement, la CIA n'est donc pour rien dans sa disparition. Mais elle a transmis à Mobutu les informations permettant sa capture. Quelques jours plus tard, John Fitzgerald Kennedy devient le 53e président des États-Unis. Le long règne de Mobutu Sese Seko peut commencer après une dernière lutte de pouvoir et une longue unification du pays. Rebaptisé Zaïre en 1971, celui-ci devient une des bases pérennes de la CIA en Afrique. Mobutu s'impose comme un des dictateurs les plus corrompus et les plus sanguinaires du continent, détournant des milliards de dollars de recettes minières et massacrant ses opposants. Dans une interview télévisée de 1962, Allen Dulles reconnaît que la CIA a surestimé l'implication des Russes au Congo. Le règne de Mobutu n'a pris fin qu'en 1997, sous l'effet d'une guerre imprévue, conséquence du drame rwandais. Passé sous la coupe de Laurent-Désiré Kabila, le Zaïre, devenu République démocratique du Congo, est de nouveau devenu la proie de ses voisins et de seigneurs de la guerre, se déchirant pour ses ressources naturelles. En 2002, le gouvernement belge a publié les résultats d'une enquête parlementaire établissant les responsabilités belges dans la déstabilisation et la mort de Lumumba, et présenté des excuses officielles. Rien de tel n'est venu des États-Unis. Les complots contre Lumumba. Extrait du rapport d'enquête parlementaire Church. Au cours du mois d'août 1960, les stratèges du Conseil national de sécurité et le groupe spécial de l'administration Eisenhower s'inquiètent de plus en plus de l'importance politique croissante de Lumumba au Congo. Leur appréhension se fonde sur des rapports envoyés au quartier général de la CIA par le chef de la station de Léopoldville. Voici par exemple l'un de ces rapports, en date du 18 août. Ambassade et station estiment que le Congo est l'objet d'une tentative communiste pour renverser le gouvernement. Nombreuses forces au travail ici, soviétiques, parti communiste, etc. Bien qu'il soit difficile de déterminer les facteurs influents principaux pour prévoir l'issue de la lutte pour le pouvoir, la période décisive est proche. Que Lumumba soit vraiment coco ou joue un jeu coco pour appuyer son pouvoir croissant, les forces anti-occidentales appuient de plus en plus le pouvoir congolais et il ne reste peut-être que peu de temps pour agir afin d'éviter un nouveau Cuba. CIA, station de Léopoldville, au directeur, 18 août 1960. Le câble envoyé de Léopoldville citait l'objectif opérationnel de la station: remplacer Lumumba par un groupe d'hommes pro-occidentaux. Bronson Tweedy, chef de la division Afrique des services secrets, répondit qu'il cherchait à obtenir l'accord du département d'État pour déclencher l'opération en question. Nous étions persuadés, le chef de station et moi, que Lumumba devait être, si possible, évincé. Le lendemain, le 19 août, Richard Bissell, directeur des opérations, répond par une dépêche: « Vous êtes autorisé à déclencher opération. » Quelques jours plus tard, le chef de station télégraphie: « Leaders anti-Lumumba ont contacté Kasavubu avec plan assassinat Lumumba. Kasavubu a refusé le plan, disant qu'il hésitait à avoir recours à la violence, d'autant plus qu'aucun leader ne possède une stature suffisante pour remplacer un Lumumba. » CIA, Léopoldville au directeur, 24 août 1960.
Le 25 août, Allen Dulles, directeur général de la CIA, assiste à une réunion du groupe spécial, le sous-comité du Conseil national de sécurité est responsable du programme des opérations secrètes. La CIA avait préparé divers plans contre Lumumba, prévoyant par exemple de provoquer une motion de censure au Parlement congolais. Commentant ces plans, Gordon Gray, l'assistant spécial du président pour la sécurité nationale, déclara que le président avait exprimé la conviction profonde qu'il était nécessaire de mener une action très précise afin de prendre en main la situation. Il se demandait si les plans actuels étaient suffisants pour arriver au but. Le groupe spécial se mit finalement d'accord. Un plan d'action au Congo ne devait pas exclure automatiquement toute action qui permettrait l'élimination de Lumumba. Le 26 août, le lendemain de la réunion, Allen Dulles signe une dépêche pour le chef de station de Léopoldville. Pour les dirigeants de l'organisation, la décision définitive est que si Lumumba continue à tenir le premier rang, le résultat inévitable sera au mieux chaos et au pire la voie ouverte à une prise de pouvoir des communistes au Congo, avec conséquences désastreuses pour le prestige des Nations Unies et les intérêts du monde libre en général. En conséquence, nous décidons que son élimination doit être un objectif urgent et principal. Dans la conjoncture actuelle, ce but doit être hautement prioritaire dans notre plan d'action secrète. Câble CIA, Dulles au chef de station, 28 août 1960. Toujours selon cette dépêche, il fallait donner au chef de station une plus grande marge de décision dans l'opération précédemment autorisée. Ce plan consistait à remplacer Lumumba par un groupe pro-occidental et à ne pas reculer devant des actions même agressives si elles pouvaient rester secrètes. Le câble ajoutait « Nous nous rendons bien compte que des occasions imprévisibles peuvent se présenter à vous. » Dulles autorisait aussi des dépenses allant jusqu'à $100 000 pour mener à terme toute opération ponctuelle qui ne permettait pas de consulter auparavant le quartier général. Elle donnait au chef de station l'impression qu'elle avait été lue et approuvée par les milieux compétents du département d'État. Le câble précisait « Dans la mesure où ambassadeur désire être consulté, prière vous adjoindre son concours. Si, pour action particulière, il ne souhaite pas être consulté, vous pouvez agir seul lorsque temps ne permet pas nous contacter. » Apparemment, on pouvait interpréter le câble comme autorisant seulement d'écarter Lumumba de sa fonction. Richard Bissell est presque certain qu'il a été mis au courant du contenu de la dépêche peu de temps après sa transmission. Dans son témoignage, il affirme qu'à son avis, celle-ci voulait dire d'une manière détournée que le président tenait à l'assassinat de Lumumba. Le lendemain de la destitution de Lumumba par Kasavubu, le 6 septembre, 2 agents de la CIA rencontraient un politicien congolais très haut placé qui entretenait des rapports étroits avec la station de Léopoldville. La station transmit au quartier général de la CIA « Suite avis chef de station, Lumumba dans opposition est presque aussi dangereux qu'au pouvoir. Le politicien congolais a fait savoir qu'il comprenait situation et a insinué pourrait éliminer Lumumba physiquement. CIA, Léopoldville au directeur, 7 septembre 1960. Le câble précisait également que le chef de station avait proposé d'aider le politicien à préparer le programme du nouveau gouvernement et qu'il lui avait affirmé que les États-Unis fourniraient des techniciens. Au moment où la lutte pour le pouvoir faisait rage, Bronson Tweedy évoquait l'influence de Lumumba sur les événements du Congo et résumait ainsi les craintes principales des États-Unis. Talent et dynamisme Lumumba semblent facteurs dominants permettant de rétablir sa position chaque fois que celle-ci paraît à moitié perdue. En d'autres termes, chaque fois que Lumumba a la possibilité d'avoir le dernier mot, il peut retourner la situation à son avantage.
CIA, 7 septembre 1960. Le chef de station dit que le lendemain du coup d'État de Mobutu, il joua le rôle de conseiller auprès d'une faction congolaise qui s'efforçait d'éliminer Lumumba. Il craignait que Lumumba n'ait renforcé sa position en se plaçant sous la protection des Nations Unies, ce qui lui fournissait une base d'opération sûre. Le chef de station Edgman concluait « La seule solution est de lui faire quitter la scène le plus vite possible. » CIA, Léopoldville au directeur, 15 septembre 1960. Le 17 septembre, un autre agent de la CIA rencontra l'un des leaders du Sénat congolais. Selon la dépêche envoyée au quartier général de la CIA, sénateur congolais a demandé de lui faire parvenir clandestinement fournitures petites armes pour équiper troupes récemment arrivées région Léopoldville. Le sénateur dit que cela permettrait noyau hommes armés volontaires et capables d'entamer action directe. Sénateur a donné son accord, mais avec réticence. Lumumba doit disparaître définitivement. N'a pas confiance autre leader congolais, mais préfère paix avec lui dans le but élimination Lumumba. CIA, Léopoldville au directeur, 17 septembre 1960. Le représentant de la CIA dit au sénateur qu'il examinerait la possibilité d'obtenir des armes. Et il recommanda au quartier général de la CIA de tenir fourniture armes prêtes à partir vers base la plus proche, à condition décision États-Unis fournir armes nécessaires et garanties. CIA, 17 septembre 1960. Cette recommandation s'inscrivait dans les plans à long terme du quartier général de la CIA, qui prévoyait un soutien paramilitaire clandestin aux éléments anti-Lumumba. Le 6 octobre 1960, Richard Bissell et Bronson Tweedy signèrent un câble donnant l'ordre au chef de station de ne pas discuter avec les représentants du département d'État ou avec des contacts opérationnels. Prévoyant issue incertaine situation actuelle, CIA mène plan conjoncturel concernant Congo selon stratégie échelonnée. Ce plan est destiné à préparer la situation dans laquelle les États-Unis apporteraient soutien clandestin à éléments en opposition armée à Lumumba. Action envisagée comprend fourniture armes, approvisionnement divers et peut-être un entraînement des groupes de résistance anti-Lumumba. CIA, directeur à Léopoldville, 6 octobre 1960. Quelques jours plus tard, le chef de station révéla à l'un des plus importants leaders congolais les plans de coup d'État préparés par Lumumba et deux de ses fidèles, et incita à l'arrestation, ou à un moyen plus radical d'élimination, de Lumumba, de Ginzenga et de Moulele. Dépêche CIA, Léopoldville au directeur, 20 septembre 1960. Ginzenga et Moulele, lieutenant de Lumumba, dirigeait ses fidèles tandis qu'il était sous la protection des États-Unis. Selon Richard Bissell et Bronson Tweedy, au cours de l'automne 1960, la CIA continuait à considérer Lumumba comme une menace, même après qu'il se fût placé sous la protection de l'ONU. D'une part, Lumumba était un orateur fascinant, capable de soulever des masses. D'autre part, les casques bleus n'empêchaient pas Lumumba de se déplacer, et l'armée congolaise qui les encerclait montait une garde toute relative. Tweedy développa une théorie des dominos sur l'influence du leadership de Lumumba dans le reste de l'Afrique. La personne de Lumumba lui-même n'était pas en cause. Il s'agissait plutôt du déséquilibre des forces dans le continent africain que pouvait entraîner une désintégration du Congo. L'impression générale était que Lumumba avait le pouvoir de précipiter cette dissolution. Et l'on craignait que ce ne soit qu'un début, le Congo étant le pays le plus étendu d'Afrique. Il possède des ressources minières très importantes. De plus, ce pays est voisin du Nigeria, qui à cette époque était considéré comme le pivot d'une future stabilité africaine. Si le Congo s'effondrait, alors le Nigeria avait toutes les chances d'être saisi par le même virus.
C'est pour toutes ces raisons que Washington était si préoccupé par Lumumba. Non pas en raison de sa personnalité si exceptionnelle, mais à cause de la position même du Congo. Après que Lumumba se fut mis sous la protection des Nations Unies, la station de Léopoldville continua à garder des contacts étroits avec les Congolais qui voulaient assassiner Lumumba. Un Congolais qui était en contact avec la CIA a fait savoir qu'il essayait de faire assassiner Lumumba, mais il ajoutait que c'était particulièrement difficile car le travail devait être fait par un Africain qui n'aurait en apparence aucun contact avec des Blancs. Cap le CIA, Léopoldville au directeur, 28 octobre 1960. Mais on ne peut pas prouver que la CIA ait soutenu ces Congolais dans le but précis d'un assassinat. Au cours de l'été 1960, Richard Bissell demanda à Bronson Tweedy, chef de la division Afrique, d'examiner les possibilités d'assassiner Lumumba. Bissell demanda également à son assistant spécial pour les questions scientifiques, Joseph Scheider, diplômé en biochimie, de préparer les moyens d'assassiner ou de mettre hors d'état d'agir un leader africain, sans le nommer. Selon Scheider, Bissell lui affirma que cette demande venait de la plus haute autorité. Pour répondre à Bissell, Scheider fournit des substances biologiques toxiques et reçut l'ordre de Tweedy d'apporter ces substances au chef de station de Léopoldville. Selon Scheider, la station n'avait pas reçu l'ordre de vérifier auprès du quartier général qu'une décision d'assassiner Lumumba avait été effectivement prise. Tweedy a cependant déclaré que de toute façon, qu'il ait ou non soulevé cette question, le chef de station n'était pas autorisé à passer de la recherche des méthodes d'assassinat à l'exécution effective de Lumumba sans en référer d'abord au quartier général, seul habilité à prendre une décision politique. Fin septembre, Scheider remit les substances mortelles au chef de la station de Léopoldville et lui donna l'ordre d'assassiner Patrice Lumumba. Le chef de station demanda alors confirmation des ordres de Scheider au quartier général de la CIA, et après avoir reçu l'autorisation, il entama des démarches exploratoires pour faire avancer le complot d'assassinat. Scheider lui aurait dit que c'était le président Eisenhower qui avait donné l'ordre d'assassiner Lumumba. Le témoignage de Scheider corrobore dans son ensemble cette version des faits, mais ce n'est qu'à travers ses discussions avec Bissell et Tweedy que Scheider a pu croire à un accord présidentiel. La mission de Scheider au Congo fut précédée et suivie de dépêches en provenance du quartier général. Ces dépêches, transmises par une voix extrêmement restreinte et commençant par la formule « pour vos yeux seulement », poussaient à l'élimination de Lumumba. 2 d'entre elles portaient la signature personnelle d'Allen Dulles. Les substances toxiques ne furent jamais utilisées. Mais rien ne prouve que l'opération ait été vraiment interrompue avant la mort de Lumumba. Rien ne permet de penser en revanche qu'il y ait un lien entre le projet d'assassinat et des événements qui aboutirent réellement à la mort de Lumumba. D'après Bronson Tweedy, c'est au cours de l'été 1960 que Richard Bissell commença à discuter des moyens pouvant être mis en œuvre pour assassiner Lumumba. Ils en parlèrent plus d'une fois l'automne suivant. Tweedy dit que la première conversation de ce genre se déroula peu de temps après l'envoi du câble du 26 août signé Dulles, câble informant le chef de station que l'élimination de Lumumba devait être hautement prioritaire dans notre plan d'action secrète. Tweedy ne se souvient pas des termes exacts de la conversation, mais selon lui, elle tournait autour des points suivants. Ce que me disait M. Bissell, c'est qu'il y avait à Washington un accord politique. Lumumba devait être éliminé de tout pouvoir ou influence au Congo, et parmi les moyens d'élimination envisagés, il y avait effectivement l'assassinat.
Le but de notre conversation était de provoquer un échange d'informations entre la station et le quartier général pour étudier les différentes possibilités d'assassinat ou, en vérité, tout autre moyen de chasser Lumumba du pouvoir. La station devait commencer à dresser la liste de nos moyens, de nos agents, et en discuter les détails avec le quartier général, comme on le faisait d'habitude pour toute opération. Tweedy est certain qu'au cours de ces discussions avec Bissell, le poison a été cité comme un moyen d'élimination à envisager et que le chef de station devait explorer. Tweedy affirme que Bissell lui avait confié la mise au point des détails opérationnels, désignation des agents disponibles, sécurité de l'opération, découverte d'une solution sensée qui ait des chances de réussir. Mais Bissell ne lui avait jamais dit « Allez-y et faites comme bon vous semblera, sans plus vous en référer à moi ». Au contraire, Tweedy travailla avec l'impression que, si un moyen efficace de tuer Lumumba était mis au point, la décision de procéder à une tentative d'assassinat ne devait venir que de Bissell. Tweedy ne sait pas si Bissell a consulté la plus haute autorité avant de commencer à étudier les moyens d'exécuter Lumumba. Tweedy a déclaré, à propos des consignes qu'il recevait de Bissell, « Généralement, je les suivais. Je partais du principe que Bissell était habilité à me donner ces consignes, et que c'était à lui de rudement bien savoir quels ordres il pouvait me donner ou ne pas me donner. » Le 19 septembre 1960, quelques jours après que Lumumba se fut placé sous la protection des casques bleus de l'ONU stationnés à Léopoldville, Richard Bissell et Bronson Tweedy envoyèrent un message codé à destination de Léopoldville pour mettre au point une rencontre secrète entre le chef de station et Joseph Brown, qui se rendait au Congo pour une mission non précisée. Joseph Scheider a certifié que Joseph Brown était son pseudonyme et qu'il l'utilisait parce qu'il s'agissait d'une opération particulièrement délicate. La dépêche disait « Joe devrait arriver approximativement le 27 septembre. Il se présentera comme Joe de Paris. Il est urgent que vous rencontriez Joe aussitôt que possible après contact téléphonique. Il déclinera toute son identité et vous expliquera sa mission. » Câble CIA de Bissell et Tweedy pour le chef de station, 19 septembre 1960. La dépêche portait le mot de code « PROP », qui signale un sujet extraordinairement délicat et indique que cette dépêche avait, au quartier général, une circulation restreinte touchant seulement Dulles, Bissell, Tweedy et l'adjoint de ce dernier. Le mot « PROP » signifiait aussi que la dépêche n'était transmise au Congo qu'au seul chef de station. Tweedy certifia que le canal PROP fut établi et utilisé exclusivement pour l'opération d'assassinat. La dépêche signée Bissell-Tweedy informait le chef de station que le code PROP devait être utilisé pour toute transmission, dépêche, concernant cette opération que nous vous donnons ordre de ne communiquer strictement à personne. Tweedy confirma le fait que Bissell et lui avaient signé tous les deux la dépêche. Cela voulait dire que l'autorisation de partir pour le Congo donnée à Scheider venait de Bissell. Tweedy dit que celui-ci contresignait les câbles envoyés par un chef de division et traitant de sujets particulièrement délicats, ou d'une importance telle que le directeur des opérations souhaitait en être constamment informé. Tweedy fit remarquer que Bissell lut la plupart des câbles concernant cette opération et qu'il se faisait en général mettre au courant des progrès de l'opération. Dans ses déclarations, Victor Edgman, le chef de la station de Léopoldville, fait état de souvenirs clairs et précis sur le câble Tweedy-Bissell qu'il avait reçu. Il dit qu'en septembre 1960, il reçut une dépêche des plus inhabituelles, provenant du quartier général de la CIA,
qui le prévenait que quelqu'un que je pourrais reconnaître débarquerait avec des consignes pour moi. Je crois que le message portait la mention « pour vos yeux seulement » et contenait des instructions selon lesquelles je ne devais en aucun cas en discuter le contenu avec qui que ce soit. Le câble ne précisait pas quel genre de consigne il allait recevoir et ne faisait aucune référence à Lumumba. 3 jours après ce câble, Tweedy en envoya un autre par le canal propre qui disait que s'il était décidé qu'un soutien aux objectifs propres se révélait essentiel, alors une personne originaire d'un pays tiers serait utilisée comme agent pour l'opération d'assassinat, afin de cacher complètement la participation américaine. Câble CIA, 22 septembre 1960. Tweedy exprime également des réserves concernant 2 agents que le chef de station voulait engager et déclara « Envisageons d'utiliser un contact indépendant originaire d'un pays tiers disponible ici et qui pourrait jouer le rôle. » Il s'agit probablement ici de l'agent QJWIN qui fut par la suite détaché au Congo. Tweedy indiqua également au chef de station et à son collègue Scheider « Votre adjoint et vous devez comprendre que nous ne pouvons être constamment sur votre dos pendant que vous dressez vos plans et testez vos possibilités. Notre principale préoccupation doit être de cacher la participation américaine, à moins qu'il ne se présente une occasion unique qui nous permette de prendre un risque calculé de première classe. Nous sommes prêts à accepter toute proposition sérieuse venant de vous, tant nous avons grande confiance en vos jugements professionnels. » Le 24 septembre, le directeur général du renseignement en personne envoya lui-même une dépêche à Léopoldville. « Désirons vous fournir tout soutien possible dans le but d'éliminer Lumumba de toute fonction gouvernementale ou, s'il échoue à Léopoldville, de l'empêcher de s'installer à Stanleyville ou ailleurs. » Dépêche CIA provenant de Dulles à destination de Léopoldville, 24 septembre 1960. Dulles, 3 jours avant, avait exprimé le même point de vue devant le président Eisenhower au cours d'une réunion du Conseil national de sécurité. Déposant devant la commission d'enquête, Edgman déclara « Je crois me rappeler que Scheider me conseilla, ou me donna des consignes dans ce sens, d'éliminer Lumumba. » Question. Lorsque vous dites « éliminer », vous voulez dire « assassiner » Edgman. Oui, je peux dire que c'est le sens premier que je donnais à ce terme. Je ne crois pas que ce fût la seule interprétation, dans la mesure où il y avait d'autres moyens de l'empêcher d'occuper une fonction qui soit une menace politique. De son côté, Scheider déclara « J'ai expliqué au chef de station ce que Tweedy et son directeur m'avaient dit. Le quartier général voulait qu'il voie, Edgman, s'il pouvait se servir de ces substances biologiques que j'avais apportées pour éliminer Lumumba, et le prévenait que tout cela devait se faire sans que les États-Unis y soient mêlés. » Le chef de station reçut des gants de caoutchouc, un masque de protection et une seringue, ainsi que les substances biologiques mortelles des mains de Scheider, qui lui apprit également comment les utiliser. Scheider avait envoyé cet attirail médical par la valise diplomatique. Scheider a expliqué que la substance toxique devait être injectée dans un produit que Lumumba pouvait ingérer. Il pouvait s'agir de tout produit destiné à entrer dans sa bouche, que ce soit de la nourriture ou une brosse à dents, afin qu'un peu de la substance passe dans sa bouche. D'après Edgman, les moyens mis en œuvre pour l'assassinat n'étaient pas limités à l'utilisation des substances toxiques fournies par Scheider. Il avait peut-être suggéré à Scheider qu'on pouvait abattre Lumumba d'un coup de revolver au lieu de l'empoisonner. Scheider avait assuré Edgman que ces poisons étaient mis au point pour ne laisser que des traces normales sur les gens, comme s'ils mouraient des suites d'une maladie. Edgman raconte qu'il avait eu une vive réaction de grande surprise
quand il apprit que Scheider était venu pour mettre sur pied un plan d'assassinat. Il dit à Scheider qu'il approfondirait cette possibilité et lui donna l'impression qu'il allait étudier le problème et voir si on pouvait mener le plan jusqu'à son terme. Il souligna la difficulté de mener à bien un tel projet. Scheider, de son côté, dit que Edgman était calme et soucieux, mais qu'il acceptait de mettre l'opération en route. Le compte-rendu du chef de station sur son premier contact avec Scheider était une réponse nettement positive à la mission qu'on lui avait assignée. Edgman y rapportait que Scheider et lui étaient sur la même longueur d'onde. Il craignait même que le gouvernement central ne faiblisse sous la pression étrangère qui poussait à une réconciliation avec Lumumba. Pense donc action la plus rapide compatible avec la sécurité indiquée. Câble CIA, Léopoldville à Tweedy, 27 septembre 1960. Pendant les 2 mois qui suivirent l'arrivée de Scheider au Congo, un flot régulier de câbles rendant compte des progrès de l'opération passa par la voie propre entre Léopoldville et le quartier général. S'appuyant sur ses conversations avec Scheider, le chef de station Edgman fit une liste des possibilités d'action secrète contre Lumumba. En premier, il suggéra qu'un agent particulier soit utilisé de la manière suivante. Qu'il se réfugie chez le grand frère. Ainsi, il pourrait agir de l'intérieur et mettre au point tous les détails qui mèneraient à l'acte final. Câble CIA, 27 septembre 1960. Dans son témoignage, Tweedy déclare que l'expression « grand frère » désignait Lumumba. Pour Tweedy et Scheider, ce câble évoquait le plan numéro 1 de Edgman, qui consistait à donner l'ordre à son agent de s'infiltrer dans l'entourage de Lumumba afin de chercher des moyens de l'empoisonner. Le 30 septembre, le chef de station demanda avec insistance au quartier général l'autorisation d'entreprendre des conversations préparatoires avant de mettre en œuvre le plan d'urgence. Aucune opération sûre ou possible avec les moyens actuellement disponibles. Nous devons choisir entre annuler l'opération ou prendre des risques calculés variant d'un degré à l'autre. Au cas où l'action serait décidée, dans la perspective d'une action immédiate, je demande instamment au quartier général d'autoriser des conversations préparatoires pour déterminer si l'agent est volontaire pour jouer un rôle actif ou bien si nous supprimons l'opération. Nous agirons sur des bases hypothétiques et ne révélerions pas les plans. S'il semble prêt à accepter le rôle, nous pensons qu'il serait nécessaire de lui révéler l'objectif à poursuivre. Je demande au quartier général de répondre immédiatement. Câble CIA, Léopoldville à Tweedy, 30 septembre 1960. Nous nous autorisons à entreprendre des conversations exploratoires avec l'agent pour estimer son attitude envers un éventuel rôle actif. Il nous semble que la meilleure des utilisations possibles de cet agent est: nous étudierons avec beaucoup d'attention votre évaluation initiale de son attitude, ainsi que toute approche nouvelle qui pourrait apparaître. Nous apprécions la manière dont vous envisagez le problème. Espérons une hâte modérée. Câble CIA, directeur adjoint de la division Afrique à Léopoldville, 30 septembre 1960. Tweedy a déclaré qu'il était normal que son adjoint ait envoyé le câble autorisant l'officier de poste d'avancer d'un pas l'opération d'assassinat. Il dit aussi qu'il était très possible que Richard Bissell ait été informé de ces directives. Le 7 octobre, le chef de la station envoya au quartier général le compte-rendu de sa rencontre avec l'agent qu'il estimait être le meilleur candidat, celui qui aurait la possibilité d'approcher le mieux Lumumba. J'ai eu des conversations préparatoires avec l'agent. Après avoir fait le tour de toutes les possibilités, l'agent a préconisé la solution recommandée par le quartier général. Bien qu'il n'ait pas saisi la balle au bond,
Je pense qu'il est prêt à jouer tout rôle nécessaire pour réaliser l'opération dans les limites possibles de sécurité. Cable CIA, chef de station à Tweedy, 7 octobre 1960. Selon le chef de station, l'agent et lui avaient envisagé les possibilités qu'avait l'agent d'injecter la substance toxique dans la nourriture de Lumumba ou dans son dentifrice. Je pense que j'ai interrogé l'agent qui pouvait approcher Lumumba et son entourage sur les moyens qu'il avait à sa disposition de l'approcher autrement qu'au cours de discussions. En d'autres termes, pouvait-il entrer dans la salle de bain ou dans la cuisine ou des choses de ce genre? Je me souviens lui avoir posé toutes ces questions sans préciser pourquoi je les posais. Mais le chef de station doutait de la pertinence ou de la fiabilité d'un tel plan. Bien sûr, pratiquement, ça me donnait l'impression d'être un plan complètement dingue. Je ne pensais pas que c'était fiable techniquement, en tout cas pas dans un délai si court, surtout si on ne voulait pas impliquer les États-Unis. J'en ai étudié tous les aspects, mais je me demande si j'ai jamais vraiment cru que ça allait se faire. Malgré le témoignage de Edgman exposant ses doutes quant à l'aspect pratique de l'assassinat, les dépêches montrent qu'il avait décidé de mettre en œuvre l'opération et qu'il fit ce qu'il fallait pour réussir. Par exemple, il poussa le quartier général à lui envoyer un agent de rechange. Si le quartier général pense que les difficultés de l'agent l'empêchent de participer à l'action, je tiens à souligner qu'il est nécessaire de fournir à la station un agent venant d'un pays tiers. Cable CIA, Léopoldville, à Tweedy, 7 octobre 1960. Tweedy continua à soutenir l'opération d'assassinat et conseilla « Soyez sûr que je ne m'attendais pas à ce que les objectifs propres soient atteints rapidement. J'envisage vous envoyer un agent originaire d'un pays tiers. Lorsqu'il arrivera, ce sera à vous, après un temps de stage, de voir s'il peut jouer un rôle actif ou de court-circuit à plein temps. Si vous jugez qu'il est valable, et tenant compte des soucis supplémentaires que cela vous causera, je pense vous envoyer à titre temporaire officier supérieur pour mener cette opération sous votre direction. Cable CIA, Tweedy au chef de station, 7 octobre 1960. Selon le rapport du chef de station, Joseph Scheider quitta le Congo le 5 octobre pour retourner au quartier général à cause de la date d'expiration des substances toxiques. Au-delà de cette date, en effet, les substances n'étaient plus mortelles. Le câble du chef de station ajoutait « Joe a laissé certains éléments qui peuvent être utiles. Le chef de station a l'intention de continuer à mettre en œuvre l'opération. » Cable CIA, Léopoldville à Tweedy, 7 octobre 1960. Sans nier l'influence du câble du chef de station du 7 octobre, et déclarant que des substances toxiques restaient entre les mains de Edgman, Scheider se rappelle avec précision qu'il avait détruit la viabilité des substances biologiques et qu'il avait tout jeté dans le fleuve Congo avant de partir le 5 octobre 1960 pour les États-Unis. En contradiction avec Scheider, Edgman a déclaré que les substances toxiques n'avaient été détruites qu'après l'emprisonnement de Lumumba par les Congolais au début de décembre. On retiendra de tout cela le seul élément important. Le chef de station avait l'intention de continuer ses recherches pour réussir l'assassinat, même après le départ de Scheider. Celui-ci a l'impression que Edgman était toujours autorisé à chercher un moyen d'assassiner Lumumba, avec obligation de soumettre ses plans au quartier général.